Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Après plus de 2 ans de médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le président Joao Lourenço annonce la fin de son rôle de médiateur censé aboutir à un accord de paix durable entre les deux pays. En renonçant à cette médiation, le président angolais estime qu'il est temps pour l'Angola, qui est à la tête de l'UA depuis 2 mois, de se concentrer sur les priorités continentales, la paix, les infrastructures, le commerce, la santé publique et les réparations pour les afro-descendants. Un nouveau médiateur devrait être désigné dans les prochains jours afin de poursuivre les pourparlers et trouver des solutions au conflit entre ces deux pays voisins. Comment expliquer une telle décision de l'Angola? Décryptage ce soir avec Yassine Yatioui. Vous êtes chercheur associé, secrétaire général à Neige Maroc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Alors, je le disais à l'instant, l'Angola qui renonce à son rôle de médiateur. Qu'est-ce qui explique cette décision qui surprend un petit peu? C'était déjà une médiation véritablement sous tension en fait de la part de l'Angola. En fait, l'Angola s'est imposé véritablement comme un médiateur régional depuis 2022, sous l'égide donc de l'Union africaine, via donc le président Joao Lourenço. Et en fait, le retrait donc annoncé cette fin de mois de mars 2025, eh ben, en fait, reflète véritablement l'incapacité de l'Angola à obtenir des avancées concrètes, notamment sur l'application des cessez-le-feu, la mise en place d'un dialogue direct entre Kinshasa et Kigali, et puis également un dialogue intégrant aussi les rebelles du M23. Et l'Angola a donc multiplié également les possibilités d'accords de paix également avec d'autres pays africains. Il y a eu le processus donc de Luanda en 2022, il y a eu aussi le processus de Nairobi, qu'il ne faut pas oublier en 2023. Et ces plusieurs cessez-le-feu en fait ont été violés par le M23 et qui entraînent donc un retour à chaque fois des conflits et des affrontements donc récurrents dans l'est de la République démocratique donc du Congo. Et l'Angola donc estime qu'après plusieurs années, ces efforts étaient bloqués donc par un manque d'engagement de l'ensemble des acteurs, par l'implication également présumée du Rwanda dans le soutien du M23 et également dans la fragilisation de l'architecture régionale de paix où l'Angola est véritablement affaibli désormais en tant que médiateur et place désormais ses pions diplomatiques sur sa présidence au sein de l'Union africaine, mais également sur sa place véritable aussi au sein de l'EAC, qui est donc la communauté d'Afrique de l'Ouest, une communauté régionale donc, qui permet également d'avoir un dynamisme de la part de cette sous-région où l'Angola joue véritablement un rôle pivot. De multiples tentatives qui se sont donc soldées, on va dire, par un échec, ce qui affaiblit cette position de l'Angola en tant que médiateur dans ce conflit. En parallèle, à Doha, il y a quelques jours, on va dire le 18 mars, exactement, 18 mars 2025, il y a eu une tentative de médiation et les deux chefs d'État, donc Tshisekedi et Paul Kagame, ont pu se rencontrer. Une médiation qui a tout d'abord créé la surprise. Est-ce qu'on peut dire qu'elle porte aujourd'hui ses fruits? Elle porte ses fruits parce qu'il y a une vision au moins sur le reste de l'année 2025 et le Qatar est véritablement intégré dans cette médiation parce que le Qatar souhaite véritablement être à l'initiation de la résolution de ce conflit et non pas juste comme un médiateur ponctuel qui a réalisé une photo diplomatique d'importance rassemblant quand même donc le président congolais Félix Tshisekedi et puis donc le président rwandais Paul Kagame. Mais cette réunion qui a eu lieu il y a quelques jours en fait, visait tout simplement déjà à relancer les pourparlers. Après l'échec donc des précédentes médiations régionales menées
par l'Angola et marque véritablement une nouvelle tentative de désescalade, mais désormais avec un acteur donc non régional, mais aussi non continental. Et Mhm, le soft power qatarien, il est de plus en plus croissant en Afrique. mhm, Le Qatar renforce véritablement son influence également grâce à sa diplomatie économique, mhm, grâce à ses investissements également stratégiques. Par exemple, au Rwanda, le Qatar a investi dans l'aéroport de Bugesera, d'autres infrastructures également portuaires, renforçant donc véritablement son partenariat avec Kigali. Mais cette proximité, elle peut également soulever des interrogations sur l'impartialité du Qatar vue par la diplomatie congolaise. Donc désormais, le Qatar doit rééquilibrer un petit peu sa diplomatie économique du côté également de Kinshasa, où en plus il y a énormément de potentialités, parce que n'oublions pas que la RDC est le deuxième pays le plus grand du continent africain et également l'un des pays les plus jeunes, parce que 53% de la population a moins de 25 ans. Et mhm. le Qatar, donc, pourrait investir véritablement afin ensuite de rééquilibrer sa diplomatie économique et donc de considérer égal à égal et de ne pas froisser les égaux de chacun au niveau de l'élite politique rwandaise et Mhm. congolaise. Vous l'avez dit, en tout cas, les deux chefs d'État, donc Félix Tshisekedi et Paul Kagame, ont réaffirmé leur engagement à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. On est donc actuellement dans un pas vers la paix. On peut voir ces signes comme étant un signal positif. Il y a un espoir de dialogue. Mhm, Et quand il y a un espoir de dialogue, il y a une espérance de paix. Donc les observateurs internationaux, véritablement, sont pour l'instant observateurs, mais dans une observation positive mhm, de cette intégration donc de Doha. Et mhm, ce qu'il faut voir également, c'est que l'implication aussi du Qatar pourrait en fait véritablement aussi contribuer à ramener les parties à la table de négociation, mais les différends également sur le fond, mhm. notamment par exemple les accusations mutuelles entre Kigali et Kinshasa, qui demeurent en fait l'obstacle majeur, parce que chacun se renvoie la balle de l'accusation de celui qui a l'initiation de ce conflit. Mhm. Donc en fait, le Qatar, en se positionnant comme médiateur, eh ben, va vraiment aussi renforcer donc son rôle d'acteur influent sur le continent, son rôle également diplomatique dans les affaires africaines, de contrebalancer également véritablement l'influence des puissances donc occidentales et des puissances régionales. Et cette médiation, donc, elle pourrait véritablement servir à promouvoir donc l'image d'un Qatar stabilisateur, d'un Qatar qui résout les conflits et d'un Qatar qui va au-delà des conflits traditionnels du Moyen-Orient, où désormais le Moyen-Orient est the place to be en ce moment dans la résolution de conflits. Il y a eu le Mhm. sommet de Riyad pour la reconstruction syrienne. Il y a eu également de nombreuses réunions aux Émirats arabes unis et à Doha pour le conflit israélo-palestinien. Et puis il y a désormais donc dans l'agenda du Moyen-Orient cette volonté de résoudre aussi le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc ça montre qu'en ce moment, le Moyen-Orient est véritablement the place to be sur Mhm. le plan diplomatique et dans la volonté de résolution de conflits et dans les perspectives d'avenir, étant donné les fonds souverains très importants sur le plan économique. Le rôle du Qatar en tant que médiateur, donc, et le Qatar qui a une influence de plus en plus grandissante, vous l'avez dit, en Afrique. Mais maintenant, en termes de médiation, justement, que va-t-il se passer? Il y a le Moyen-Orient, mais il y a aussi l'Afrique. Est-ce qu'il y a un autre pays africain aujourd'hui qui pourrait prendre la relève de l'Angola? Eh bien, soyons un petit peu chauvins, le Royaume du Maroc peut véritablement être à l'initiation de cette médiation de conflit. Mhm, Son expertise du continent africain, l'excellence diplomatique menée par la vision royale
de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a multiplié les visites d'État cette dernière décennie, qui a ensuite continué à être véhiculé par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères. Il y a également une présence hautement stratégique au sein de l'ONU, c'est la présence de Omar Hillel, qui est respecté et énormément écouté au sein des Nations Unies, donc à New York. Et il y a aussi cette intégration qui pourrait être légitime, étant donné que le Maroc a eu un envoi des troupes en République démocratique du Congo il y a quelques années. Donc il y a une connaissance du terrain, il y a une expertise de terrain également. Donc en fait, le Maroc ne partirait véritablement pas dans un aveuglement total et dans une méconnaissance du conflit. Bien au contraire, elle connaît les réalités territoriales, elle connaît les enjeux géopolitiques, et puis de par sa position géostratégique et de par son influence diplomatique de plus en plus importante au sein des instances internationales, eh ben, le Maroc peut véritablement être ce médiateur qui pourrait intégrer véritablement aux côtés du Qatar, non pas dans une concurrence avec le Qatar, mais aux côtés du Qatar, afin de pouvoir résoudre le conflit le plus rapidement possible sur cette année 2025. Merci à vous, Monsieur Yassine Liatioui, pour cette analyse et ce décryptage. Je rappelle que vous êtes chercheur associé et secrétaire général à Neige Maroc. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Un grand merci pour l'invitation. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.